Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir David Doucan. Les autorités sont très inquiètes, en particulier le préfet de police de Paris, parce que ce week-end, les gilets jaunes disent vouloir se mobiliser. Certains annoncent à l'avance des actions violentes. Or, ce sont les journées du patrimoine et donc de très nombreux monuments seront ouverts au public. Considérez-vous que face à cette situation, il faut fermer certains de ces monuments, renoncer pour certains d'entre eux aux journées du patrimoine ? Non, faut faire vraiment en sorte que les Français puissent visiter le patrimoine. Vous savez que ça montre chaque année, et aucune année ne l'a démenti, l'extraordinaire enthousiasme de tous les Français vis-à-vis de leur patrimoine. Et je pense que ça n'est pas à ce genre de mouvement de dicter aux Français ce qu'ils doivent faire ou ne doivent pas faire. On a un certain nombre de textes désormais qui permettent quand même de mieux réguler l'ordre public. On annonçait aussi de grosses perturbations, vous savez, à Nantes le week-end dernier. Il y en a eu, mais en tout cas, force est restée à la loi. Le ministère de l'Éducation nationale, l'Université de la Sorbonne ont déjà annoncé qu'il n'y aurait pas l'accès à ce patrimoine samedi et dimanche. Samedi en particulier. Sans doute ont-ils des informations que moi je n'ai pas, mais je pense qu'en tout cas, il ne faut pas paralyser la France. Le patrimoine, c'est le bien commun des Français. Ils ont quand même le droit d'y avoir accès. C'est leur passion en plus. Ça leur rappelle leur histoire, leurs racines. Et dans ces moments où on est toujours tourné vers l'instant, je pense que c'est fondamental pour le bien vivre. Vous nous confirmez que le Sénat sera ouvert au public ? Pour l'instant, Gérard Larcher m'a pas dit qu'il fermerait le Sénat. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de désordre pour que le Sénat ferme. Mais il n'en est pas question, selon vous. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas cette information qui pourrait entraîner cette fermeture. On va passer à un autre sujet, Bruno Retailleau, l'immigration. Croyez-vous Emmanuel Macron sincère lorsqu'il dit qu'il veut dépasser les tabous et les clivages sur ce sujet ? Il faut toujours faire attention parce que ne faut pas faire de procès d'intention. Mais sur cette question, je crois qu'il est plutôt cynique. Pourquoi ? Parce qu'on vient de fêter, entre guillemets, un anniversaire, le premier anniversaire de la promulgation du texte que nous a soumis Emmanuel Macron. La loi Asile-Immigration qui avait été portée par Gérard Collomb. Emmanuel Macron ne doit plus être dans la peau d'un candidat, il est chef de l'État. C'est curieux quand même qu'il avoue devant les ambassadeurs que la France soit devenue désormais le premier pays de rebond de l'asile. C'est-à-dire que quand les demandeurs d'asile échouent en Allemagne ou ailleurs, ils savent qu'en France, c'est le pays refuge où les conditions sont les plus accueillantes. Donc il y a vraiment un échec. Et je trouve que ces dernières heures, Emmanuel Macron commente son propre échec parce qu'il a fait voter sa loi. Souvenez-vous, lorsque Gérard Collomb d'ailleurs est parti, il avait eu des mots terribles sur des possibles affrontements entre les Français. Aujourd'hui on vit côte à côte, demain ça pourrait être face à face parce que le processus d'intégration est aussi bloqué. Voilà. Donc il est chef de l'État. Il faut se réveiller. Il n'est plus candidat. Il a fait voter une loi. Et dans cette loi, il y a, par exemple, l'extension des conditions de regroupement familial. Alors que dans beaucoup d'Europe, y compris en Allemagne, eh bien, il y a eu une restriction du regroupement familial. Alors justement, c'est ce que vous proposez, puisque, vous le savez, un débat va être organisé à l'Assemblée nationale le 30 septembre, mais au Sénat, le 2 octobre. Quelles propositions porterez-vous sur le sujet de l'immigration ? Je porterai des propositions qu'on a déjà fait voter au Sénat. Elles sont très très claires. La première, c'est que l'Europe et la France, cumulées, sont les premières, si j'ose dire, puissances humanitaires. C'est-à-dire que l'aide humanitaire, c'est l'Europe. Eh bien, désormais, nous devrions aider les pays qu'avec une conditionnalité, notamment sur le droit de retour, notamment pour des visas de retour. Aide au développement en échange des laissez-passer consulaires, puisque c'est tout le problème. Il faut le préciser pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas. Non, mais tout le monde ne connaît pas ce sujet. Prononcer ce terme. Il faut le dire, parce que l'enjeu, ce sont les reconduites à la frontière. Nous n'y parvenons pas parce que les pays d'origine ne donnent pas de laissez-passer consulaires. Je donne un exemple. Donc vous dites, on met le bras de fer. Plus de 90% de ceux qui ont été déboutés pour le droit d'asile restent en France. Bien. Deuxième proposition, une triple frontière. Je pense que la frontière doit commencer, le contrôle doit commencer dans ces pays, notamment qui nous envoient d'origine, qui nous envoient beaucoup d'immigration, notamment sur les aéroports et avec des hotspots, là aussi, lorsque c'est possible. Et ça peut faire partie de la conditionnalité vis-à-vis de l'aide alimentaire, l'aide humanitaire que l'on peut donner. Deuxième frontière, Schengen. Il faut que l'Europe puisse se doter de moyens supérieurs pour vraiment garder les frontières, garde-côtes, garde-frontières. On augmente le budget de Frontex ? Bien sûr.
Bien sûr, il faudrait non seulement le doubler, mais sans doute le quintupler, et même beaucoup plus. Et enfin, on garde le contrôle de nos propres frontières, ce que font d'ailleurs beaucoup de pays Schengen. C'est Schengen ou c'est nos propres frontières? Non, parce que Schengen prévoyait, vous savez, qu'en cas de crise, il puisse y avoir une dérogation, ce que nous avons utilisé depuis les attentats. Je propose de prolonger, parce que si on n'a pas ces 3 membranes protectrices, en fait, voilà. Ensuite, il y a plein d'autres choses à faire. Nous proposons au Sénat, nous votons tous les ans, et Emmanuel Macron le refuse, ses députés le refusent, la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Parce qu'il y a une explosion, on est arrivé pratiquement à 1 milliard d'euros, ça n'est pas normal qu'en quelques années, il y ait un doublement, et on veut réserver. Il ne s'agit pas, évidemment, de laisser mourir sur le trottoir les gens, on veut réserver vraiment à l'urgence. Là encore, Bruno Retailleau, il faut expliquer. Tout le monde n'a pas en tête ce qu'est l'aide médicale d'État. C'est un dispositif qui permet aux immigrés, y compris en situation irrégulière, d'être soignés à l'hôpital. Elle a une vertu de santé publique. Elle permet aussi d'éviter les contagions. C'est la raison pour laquelle, David Doucan, notre proposition, celle que nous avons votée en responsabilité dans le panier de soins, ce sont les maladies bien sûr contagieuses ou infectieuses. Il ne s'agit pas de propager des maladies, des épidémies, évidemment, dans notre pays. Qu'est-ce qu'on enlève du panier de soins, Bruno Retailleau? Beaucoup de soins. Beaucoup d'hôpitaux sont aussi encombrés par un... Alors, il y a aussi du fantasme. J'ai aucune certitude sur les fameuses prothèses mammaires, par exemple. Beaucoup de fake news sur ce sujet aussi. Sûr. Mais franchement... Vous parlez en responsabilité. Je parle en responsabilité. Mais regardez, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a un doublement? Parce que c'est 330 000 étrangers en situation irrégulière qui en bénéficient. Ça nous donne un peu la mesure de ce phénomène-là en France. Il y a beaucoup d'autres réformes que je proposerai. Par exemple, lorsque un débouté du droit d'asile donc perd, si j'ose dire, sa demande, l'OQTF, l'obligation de quitter du territoire, devrait être automatique. Elle devrait suspendre tous les droits sociaux. Vous supprimez les recours pour le demandeur de droit d'asile? Il y a des recours, mais à un moment donné, lorsque la décision tombe, lorsque le rejet tombe, il faut être précis, eh bien, il y a une obligation de quitter le territoire et il n'y a plus d'aide sociale. Voilà, il faut être clair. Il y a d'autres propositions, mais voyez, il y en a. Nous ne sommes pas seulement là pour critiquer, nous sommes là aussi pour proposer, pour régler ce problème migratoire. Il nous reste quelques minutes et je veux qu'on parle des retraites. Bien sûr. La réforme des retraites d'Emmanuel Macron, est-ce que vous soutenez, vous, Bruno Retailleau, les Républicains, l'idée de supprimer les régimes spéciaux? Oui. Soutien total. Je le soutiens. Je pense qu'il faut distinguer entre les régimes spéciaux et les régimes autonomes. Absolument. Alors, les régimes autonomes, on explique, ce sont les professions libérales. Par exemple, et qui donnent d'ailleurs 100 millions d'euros sur la caisse des avocats, par exemple, au régime général. Donc, il y a 2 choses qui sont très différentes. Moi, je soutiendrai d'ailleurs tout ce qui peut aller dans le bon sens, à une seule condition, que j'exprime ce soir devant vous. Je soutiendrai la réforme, bien sûr, si elle met fin progressivement aux régimes spéciaux, mais si surtout elle garantit à tous les Français que les retraités d'aujourd'hui et de demain, on leur garantira leur pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, cette garantie-là, le point n'est pas une garantie. Le point est plutôt un point d'interrogation. On ne connaît pas la valeur du point, donc on ne connaît pas la valeur des pensions à venir, c'est ça que vous dites? Voilà, c'est pas clair. On a appris par exemple qu'aujourd'hui, pour les pensions de réversion, une femme, une veuve, dès 55 ans, elle peut toucher, c'est normal. Eh bien là, on repousserait de 7 ans. C'est pas normal. On a appris par exemple que le rendement, etc., serait plus de 5,5, ce que nous a dit M. Delevoye, mais serait inférieur à 5. Et ça, c'est important parce que quand vous cotisez 100, il faut aussi retrouver vos billes derrière. Surtout, je fais très très attention à ce que la face cachée de la réforme, ce soit pas l'étatisation. Ce que je sens derrière cette réforme, et nous serons capables très prochainement de le démontrer, c'est que vous avez des bons élèves et des mauvais élèves. Grosso modo, vous avez les retraites de l'État, pas des collectivités territoriales. Les fonctionnaires d'État. Qui coûtent cher et qui sont en déficit, si j'ose dire, qui coûtent très cher à l'État et aux contribuables. Et puis, vous avez les régimes dits privés, où là, vous avez 140, 150 milliards de réserves. Eh bien, je crains que cette étatisation, qu'on appelle régime universel, ne conduisent à mettre les moins et les plus. Comme par hasard, les moins, c'est les pensions de l'État, et les plus, c'est le privé. Et ça serait une captation des efforts qu'ont fait les salariés privés. C'est la cigale et la fourmi. Exactement. Bruno Retailleau, il nous reste 30 secondes. Donc on n'aura pas eu le temps de parler de votre famille politique. Pour garantir le pouvoir d'achat, il faut aller à 65 ans pour travailler. On en parlera une autre fois. Dernier point, justement, c'est ce que je voulais vous dire sur l'aspect budgétaire de la réforme des retraites.
Un seul levier pour vous, valable, l'âge légal, rien Un d'autre? seul levier, je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous Très permet, rapidement. ça vous permet tout simplement de garantir le pouvoir d'achat des retraités. Ça vous permet de relever les petites retraites et ça vous permet d'accompagner les carrières longues et notamment la pénibilité. Et c'est fondamental. Emmanuel Macron est en train de jouer. On a parlé d'âge d'équilibre, on a parlé d'âge pivot. Emmanuel Macron parle de durée de cotisation. Ça ne fonctionnera pas. Vous dites l'âge légal à 65 ans. Bruno C'est clair Retailleau, pour tout le monde. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, merci d'avoir été mon invité ce soir.